BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours évidemment avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve, votre rendez-vous, votre heure dédiée à la tech, à la fois sur 01 TV, sur 01net.com et sur BFM Business le week-end. C'est De quoi je me mêle, De quoi je me mêle qui est disponible aussi sur la page YouTube de 01 TV. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser vos petits messages comme d'habitude, le hashtag des QJMM aussi sur Twitter. Avec au menu, tout à l'heure, Nicolas Lelouch nous rejoindra en deuxième partie de quoi je me mêle. Quels sont les meilleurs smartphones du moment ? Peut-être avez-vous envie de vous offrir un nouveau smartphone d'ici les fêtes de fin d'année. Comment choisir ? Vous savez que Nicolas Lelouch teste tous ces appareils à longueur d'année. Son verdict, tout à l'heure, on vous donnera les meilleurs smartphones du moment et les meilleurs rapports qualité-prix aussi. Merci de nous suivre. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et c'est parti pour De quoi je me mêle. Et on commence par le club de la presse IT avec, à ma gauche, Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour François, bonjour à tous. BFM Business le matin, Estelle Denis sur RMC. Il est aussi la nuit dans des... Non, je dis n'importe quoi, il n'est pas la nuit. Je dors à un moment quand même. Mais... Peut-être en rediffusion. D'ailleurs. Ah oui, on doit peut-être en rediffusion. En rediffusion, ah ouais. Oui, parce qu'il faut savoir qu'Anthony Morel arrive à dormir de temps en temps. Sinon j'ai les hologrammes que j'envoie, il n'y a pas de souci. Mais... Et vous le retrouvez aussi, donc, et on a beaucoup de plaisir à l'accueillir dans De quoi je me mêle. Toutes les semaines, on va commenter l'actu avec toi Anthony et avec Emmanuel Paquette cette semaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour François, bonjour Anthony. Voilà, Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, qu'on peut retrouver évidemment en version papier, mais aussi sur les applis, le bientôt web. Dans les métaverses aussi. Et bientôt dans les métaverses, les amis. Ça, écoute, c'est parfait. Belle transition, merci Emmanuel. J'ai même plus à me forcer à faire des trucs. Mais si on peut t'aider, François, c'est ça qui est génial. Tout à l'heure, on va parler de Tesla, parce que l'actualité de la semaine, c'est quand même Tesla. On évoquera aussi la 6G, on va parler jeux vidéo. Mais pour débuter, donc Facebook, bien sûr. Grosse semaine, bien évidemment, pour Facebook, Anthony. Avec à la fois, on va dire, le leurre métaverse pour essayer de faire oublier tout ce qui ne va pas, et puis surtout tout ce qui ne va pas. Ouais, c'est ça. Fait, c'est un peu compliqué. Ces espèces de séquences un peu bizarres où Facebook est à la fois empêtré dans ces histoires de Facebook Papers, et ils n'en sortent plus, parce que là, on a eu effectivement des nouvelles révélations cette semaine. Donc, on avait Frances Haugen, donc la première lanceuse d'alerte qui a beaucoup fait parler d'elle, pour rappel, qui accusait Facebook à partir de documents internes. Bon, pour le dire simplement, de prioriser ses profits sur le bien-être des utilisateurs. On avait beaucoup parlé d'Instagram, par exemple. Facebook sait très bien qu'Instagram peut être toxique pour les adolescents, qui génère des complexes, des problèmes psychologiques, etc. Et pour autant, ils ne font pas grand-chose. Bon, ça, c'était une chose. Mais depuis, on va dire qu'elle a fait des émules. Il y a d'autres lanceurs d'alerte qui sont en train de sortir du bois, dont l'un cette semaine, et qui a parlé notamment du fait... Alors, il y a plein de choses, mais que, en gros, Facebook ne fait pas grand-chose pour lutter contre la désinformation, malgré tous les discours qu'ils peuvent avoir en public, et que, en gros, ils savent très bien comment fonctionne leur algorithme, et que les contenus, plus ils sont viraux, plus ils sont conspirationnistes, plus ils sont bankable, évidemment. Et alors, il donne un exemple que voilà, c'est la publicité, plus vous avez des affichages d'articles, etc., de posts, plus, en fait, ça attire les annonceurs. C'est ça. Et c'est souvent ces messages haineux qui génèrent de l'audience. Et alors, il y a un rapport interne qui est très intéressant, donc qui a fuité, un rapport intitulé Le voyage de Carole vers QAnon. Et en fait, c'est un rapport qui a été demandé, tu vois de quoi je parle, Emmanuel, évidemment, qui a été demandé par Facebook à un chercheur. Ils ont payé un chercheur pour ça. Et ce chercheur a créé un faux compte au nom de Carole Smith. Carole Smith qui est censée être une mère de famille très conservatrice de Caroline du Nord. Et en gros, c'est pour voir à quel point ce profil complètement random et créé de toutes pièces va être soumis et exposé à des thèses conspirationnistes. Et ils se sont rendus compte que très rapidement, en fait, on va avoir, sans qu'elle ait rien demandé à personne, cette pauvre Carole, ce pauvre chercheur, on va lui proposer en gros des contenus des QAnon, qui est l'un des grands groupes conspirationnistes américains. Donc ça prouve quand même qu'il y a un truc qui cloche globalement avec l'algorithme. C'est une des révélations, il y en a plein d'autres. En gros, ça arrange pas Facebook, tout ça. Emmanuel, j'imagine que tu as suivi pour l'Express tout cela. C'est vrai que Facebook, là, est vraiment dans une situation... C'est vraiment, là, les trous d'air pour Facebook en ce moment. Oui, et puis comme le disait Anthony, les nouvelles révélations aussi montrent qu'au-delà même du cas américain, puisque les QAnon, c'est essentiellement américain, même s'il y en a un peu partout dans le monde, fait que, en réalité, on voit que Facebook, en fonction des langues,
arrive encore moins bien à gérer les flots de haine et de désinformation. Donc déjà en langue anglaise, c'est pas génial, mais alors dès qu'on décline sur d'autres langues, et Dieu sait qu'ils sont présents dans beaucoup de langues différentes, plus de 100 je crois de mémoire, ils arrivent encore moins à comprendre comment tout ça circule et comment l'information circule et comment elle engendre justement des clics, des likes, des dislikes. Puis surtout, il y a eu un autre rapport qui a été dévoilé par le Washington Post qui est assez intéressant, qui montre que quand même, effectivement, ils ont un peu la main sur l'algorithme, même si souvent, ils ne savent pas exactement comment il fonctionne. Ce qu'on voit, c'est que, par exemple, un post, une information qui suscite de la colère, vous savez, avec le dislike, le petit bonhomme là qui fait la tête, a un coefficient de 5, quand un like, c'est-à-dire j'aime bien le commentaire, a un coefficient de 1, ce qui montre qu'en fait l'engagement des contenus qui suscitent de la colère ou de la haine circule beaucoup plus rapidement sur Facebook qu'un contenu qu'on aime, qui est plutôt sympa avec des petits chats, etc. Donc on voit bien que Facebook a un intérêt à générer en fait des contenus qui suscitent l'engagement, du partage, des commentaires, et ça c'est plutôt des contenus qui font réagir, donc des contenus un peu haineux, plutôt que des contenus sympas et mignons. Et c'est vrai que finalement, c'est un peu la nature humaine qui ressort sur Facebook, parce que quand on voit aujourd'hui que, les gens sont plutôt attirés par les informations négatives que les informations positives. Alors c'est vrai. C'est ce qui fait réagir. Absolument. On le voit même sur des médias mainstream aujourd'hui. On a ce parti pris. C'est vrai, mais quand même, Facebook a la main sur son algorithme. Il peut quand même décider de quel type de contenu ils vont mettre en avant. Et d'ailleurs, ils ont annoncé, ils ont dit pour remédier à tout ça, on va plus mettre en avant les contenus qui sont publiés par votre famille ou vos amis sur votre mur, donc les photos de famille de votre belle-sœur, qui sont a priori pas des contenus trop haineux, plutôt que les contenus très viraux qui peuvent circuler très très rapidement, parce que effectivement, comme le dit Emmanuel, tout ce qui suscite de la colère génère beaucoup plus d'engagement. Donc ils peuvent quand même faire cet arbitrage-là à un moment, même s'il ne s'agit pas non plus de complètement leur jeter la pierre. Le travail de modération, il est extrêmement compliqué. C'est des milliards et des milliards de contenus à gérer tous les jours. Effectivement, c'est compliqué. Un point intéressant à noter aussi, c'est qu'ils ont publié leurs résultats financiers cette semaine et qui sont très bons. Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup dans le monde médiatique, on débat. Est-ce que ça va être quand même terrible pour la réputation de Facebook, etc. Probablement, elle était déjà entachée de toute façon, mais en termes d'usage, ils ont encore grandi, il y a plus de 12% d'utilisateurs par rapport à l'an dernier à la même époque. Les résultats financiers sont excellents également. Donc pour l'instant, on va dire que les dégâts sont très 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 limités. Oui, c'est vrai que les résultats du troisième trimestre sont plutôt bons. Oui. Après, il y a peut-être aussi une inertie. Est-ce que tout ce qui vient d'arriver, il y a eu cette panne aussi, qui a été de 6 heures. Est-ce que Facebook n'est pas en train, n'a pas mangé son pain blanc pour rentrer dans une zone, on va dire, de turbulence assez importante? Est-ce que finalement, Madame Michu, enfin vous, moi, voyons Facebook différemment? C'est ça aussi, c'est un sujet qui revient régulièrement. Nous, on en parle parce que c'est l'actu, etc. Mais je me demande si les gens finalement s'en foutent pas un petit peu et sont sur Facebook parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils scrollent, ils retrouvent les informations qu'ils ont l'habitude d'avoir aussi. C'est ça. Le truc, je pense que beaucoup de gens ne savent pas encore que Facebook, c'est pas que Facebook. Facebook, c'est aussi Instagram, c'est aussi WhatsApp. Beaucoup de gens utilisent Instagram sans savoir que derrière la maison mère est Facebook. Beaucoup de gens utilisent WhatsApp sans savoir que la maison mère derrière est Facebook. D'ailleurs, dans les comptes consolidés de Facebook, il n'y a pas la différence. Donc, il est possible que Facebook en fait perde de l'argent, en tout cas, un chiffre d'affaires en baisse. Oui, si par exemple Instagram explose. Exactement. On sait que WhatsApp ne gagne pas beaucoup d'argent. WhatsApp, c'est un petit peu à part pour l'instant, effectivement. Mais Instagram, c'est plutôt une vache à lait pour Facebook. Donc, le fait qu'il consolide tous ces chiffres, on n'arrive pas à voir la différence entre certains des éléments qui constituent Facebook. Et puis l'autre élément, c'est qu'en revanche, ce qui est une réalité, c'est que l'audience de Facebook vieillit énormément, quand celle d'Instagram est plutôt destinée aux jeunes. Et ça, c'est un des risques de Facebook, de la galaxie Facebook, c'est de devenir ringard, d'être ringardisé par TikTok et compagnie. Et c'est plutôt ça aujourd'hui qui leur font peur, plutôt que les scandales qu'on voit émaner un peu partout dans la presse. Ouais, c'est vrai. Zuckerberg a dit d'ailleurs au moment des résultats qu'il misait beaucoup sur les Reels, donc les petits outils vidéo qui permettent de faire des montages avec des effets musicaux, exactement comme sur TikTok, parce que effectivement, c'est ça leur grande crainte aujourd'hui. Effectivement, je pense que dans la population générale, mon sentiment, j'ai pas d'études pour étayer ça, mais je pense que l'image de Facebook est pas très bonne de toute façon, mais qu'on accepte parce que la valeur d'usage est bonne. On aime bien être sur Facebook, la famille y est. Et puis il y a un sur côté Instagram. Qui c'est ça. Donc on est dessus, on se dit bien que ils doivent faire des trucs pas très clairs avec nos données. Il y avait quand même le scandale Cambridge Analytica qui avait quand même il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, mais voilà. Mais regarde, on en a beaucoup parlé, mais je suis persuadé que tu vois ta mère, ma mère, enfin tous les gens qui utilisent Facebook s'en contrefichent parce que finalement ils sont dans leur bulle, ils ont leurs
leurs amis, etc. Ils utilisent Facebook. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que pour autant, ils n'ont pas une bonne image de l'entreprise. Tu vois, et il y a une petite musique qui monte de plus en plus, notamment chez les régulateurs, c'est la comparaison entre Facebook et Big Tobacco aux États-Unis, donc les grands groupes cigarettiers qui eux aussi ont ce côté toxique. On cache des choses, des rapports, etc. Et on met en avant, on priorise nos profits plutôt que la santé de nos utilisateurs. Donc ça, voilà, tout ça entache la réputation, mais effectivement, je suis pas sûr que ça ait un impact sur l'usage concret qu'en ont les gens. Alors ça, c'est l'aspect négatif. Et puis il y a l'aspect, on va dire, un peu grandiloquent de Mark Zuckerberg qui se projette vers l'avenir et qui imagine ce fameux métaverse qui est en train de se décider. Là, on attend dans quelques heures sans doute des informations assez intéressantes là-dessus, avec peut-être même le nom, un changement de nom aussi pour l'entité Facebook, Emmanuel. Oui. Voilà, d'un côté, il y a tout ça, toutes ces casseroles, et puis on voit que Mark Zuckerberg et son équipe sont en train de préparer le futur de Facebook. Exactement. L'idée, c'est, pour l'instant, de ce qu'on en sait, c'est de répéter un peu ce qu'avait fait Google à son époque. Souvenez-vous, Google, c'était un moteur de recherche, principalement, qui gagnait de l'argent sur la publicité. Puis ils ont créé une holding qui s'appelait Alphabet, donc qui est venue au-dessus de Google. Donc d'un côté, on avait Google qui rapporte beaucoup d'argent. Donc pour les analystes, là, ils étaient très contents. Ils voyaient les résultats de Google. Et puis de l'autre, tous les projets en développement, mais qui ne rapportent absolument rien chez Google. Calico, par exemple, qui est la boîte de biotech, justement, pour rallonger l'espérance de vie. La voiture autonome, par exemple, qui était, Waymo, qui était effectivement logée dans cette entité à part chez Alphabet. Et visiblement, c'est ce qui va arriver à Facebook. C'est-à-dire, d'un côté, on va avoir une marque ombrelle. Sous la marque ombrelle, on aura Facebook et les activités rentables. Voilà, les machines à cash, on va dire. Les vaches à lait, en gros, effectivement. Puis de l'autre, Reality Labs. Donc là, c'est tout ce qui est dans les labos, en cours de développement. Donc ce dont tu parlais, le métaverse, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Tout ce qui coûte de l'argent et rapporte pas grand-chose pour l'instant. Et ça sera dans une autre entité. Donc vraisemblablement, on s'oriente vers un modèle à la Alphabet Google. Voilà, pour donner une visibilité aux actionnaires sur les profits d'aujourd'hui et puis les espérances de demain, ce qui est dans les laboratoires. Voilà, et rappelons que Mark Zuckerberg fantasme sur un Facebook une espèce de deuxième vie qu'on pourrait avoir dans un monde totalement virtuel. C'est ça. En fait, c'est ça le métaverse. Ça vient d'un roman de science-fiction publié dans les années 90. Donc, méta, c'est au-delà en grec, et verse, c'est l'univers. Donc, au-delà de l'univers. En gros, l'idée, c'est d'avoir un deuxième monde virtuel qui viendrait se juxtaposer à notre monde réel et auquel on aurait accès notamment en utilisant des casques de réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Parce que cette idée d'un monde virtuel parallèle, c'était un peu Second Life à l'époque. Il y a longtemps, pour ceux qui se souviennent, mais qui avait connu un certain succès, mais sauf que là, grâce à la VR, on aurait un sentiment de présence et d'immersion, évidemment, qu'on ne pouvait pas avoir jusqu'à présent. Et vraiment, c'est le scénario de Ready Player One de Spielberg, mais en vrai, où une humanité un peu déclinante et qui s'ennuie au boulot et dans la vie. D'ailleurs, ça peut être effrayant. Parce que les gens sont tellement aspirés en fait par ce deuxième monde virtuel qu'ils laissent tomber le premier. Le monde virtuel est beaucoup mieux que le monde réel dans le film Ready Player One. Et donc petit à petit, on est attiré par ce monde-là et on laisse tomber le vrai monde. Parce que ce qu'imagine Zuckerberg, c'est que ça va quand même assez loin. C'est-à-dire l'idée selon laquelle on pourrait travailler dans ce monde, donc avec les avatars virtuels de nos collègues qui s'afficheraient autour de nous, qu'on pourrait s'amuser, interagir, avoir des jeux, sortir en boîte de nuit avec des gens autour du monde. Commercer surtout. Et commercer, évidemment. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, lors des résultats financiers, il a donné aussi des perspectives économiques. Il dit dans un premier temps, ça va coûter de l'argent, clairement, comme tu disais. Mais d'ici 2030, il y aura 1 milliard de personnes qui évolueront dans le métaverse et ça pourrait générer des centaines de milliards de dollars, dit-il, pour les commerçants notamment, puisqu'on peut dans ce métaverse évidemment acheter des tenues virtuelles pour son personnage. Donc il y a tout ça, et pourquoi pas acheter des biens réels qu'on se ferait livrer ensuite aussi. Enfin voilà, toutes les options sont sur la table derrière. Donc c'est assez vertigineux quand même. Moi je trouve ça c'est fascinant quoi. C'est très intéressant. C'est fascinant. Sans compter les NFT où on pourrait acheter par exemple des tenues qui seraient certifiées, qui seraient authentifiées. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de cet engagement aussi de la part de Mark Zuckerberg d'embaucher 10 000 personnes, c'est ça, pour développer le métaverse en Europe. Je trouve que ça arrive au bon moment, puisque c'est au moment où il y a la discussion sur le DSA, donc le Digital Services Act, au niveau tu européen. Vois tout de suite le mal partout, Emmanuel. Incroyable. Après, il va nous parler des impôts, tu vas voir. Je le vois arriver. Pas du tout.
Mais c'est vrai que ce texte qui est en discussion et qui va être poussé en fait par la France à partir du 1er janvier 2022 doit responsabiliser davantage les plateformes sur les contenus qu'ils véhiculent, notamment donc Facebook, mais il peut y avoir TikTok, Snapchat et compagnie. Et justement, c'est à ce moment-là que Facebook annonce la création de 10 000 emplois en Europe. Alors, on ne connaît pas très bien encore la ventilation par pays, ça devrait arriver d'ici peu, mais avec des emplois, selon Laurent Soli, le PDG France de Facebook, des emplois hautement qualifiés, donc plutôt des ingénieurs, mais pas seulement, des responsables produits. Donc 10 000 emplois, je pense qu'aucun pays aujourd'hui ne cracherait sur même une partie de ces 10 000 emplois. Donc pour moi, c'est une façon aussi d'amadouer un peu le politique à la veille justement de ce texte. On ne sait pas encore où seront localisés ces emplois. C'est en Europe, on ne sait pas où. Alors ils ont donné les noms des pays. Mais ils ont donc il y aura le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, je crois qu'il y a l'Espagne, l'Italie. Donc il doit y avoir 9 pays au total. Ils ont donné les noms. Donc ça on les a. En revanche, on n'a pas la ventilation. On ne sait pas. Voilà. Moi, je pensais que c'était juste parce qu'on avait une qualité d'ingénieur en Europe qu'on ne trouvait pas aux États-Unis. Mais bon, il y a sûrement d'autres explications aussi. Non, mais ça dit, au-delà de ça, le chiffre est quand même impressionnant. C'est-à-dire 10 000 personnes, ça doit représenter 15% des effectifs totaux de Facebook. Ils sont 65 000, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, 10 000 sur 65 000 pour bâtir le métaverse. Donc c'est quand même pas très ambitieux, rien. Quoi. C'est très ambitieux quand même. C'est un projet qui est très très ambitieux, effectivement. Mark Zuckerberg qui se projette à 5 ans, visiblement, concernant tout ce métaverse. Et c'est en fait la miniaturisation des outils technologiques qui nous permettraient de vivre une expérience intéressante et fluide. C'est vraiment la clé, parce que c'est vrai qu'on a beau nous vendre cet univers virtuel, le problème c'est qu'aujourd'hui, jusqu'ici la VR, ça prend pas tellement, quoi. Au-delà d'un public technophile, etc., qui a un casque de VR à la maison et qui l'utilise régulièrement? Quasiment personne. Donc il va falloir vraiment mettre au point le hardware qui permet de faire vivre ce métaverse. Ouais. Un mot sur Tesla, quand même aussi, c'est l'actualité aussi de cette semaine, avec des chiffres mirobolants. Tesla qui va en fait fournir 100 000 voitures à Hertz. Voilà, ça a été le... Vous vous rendez compte ? C'est fou quand même. 100 000 Hertz qui commandent 100 000 Tesla pour inonder le marché. La commande qui fait plaisir. Ça, c'est allô, oui, bonjour, c'est Monsieur Hertz. Je reçois un fax. Je reçois un fax, 100 000. Il y a vraiment je sais même pas. Je pense que chez Tesla, ils savent même pas ce que c'est un fax, en fait. C'est vraiment pas dans leur culture. Et bon, évidemment, tout ça est dans une espèce de pochette surprise où il y a d'autres informations plutôt positives concernant Tesla. Et dire qu'il y a encore quelques années, Tesla était au bord du gouffre. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses capitalisations boursières et du coup, Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, mais vraiment, c'est-à-dire que là, d'habitude, c'est Pinot, Elon Musk, Jeff Bezos, mais là, d'un coup, Arnaud, Pinot est derrière. Il est petit joueur à côté. Cela dit, j'aimerais bien avoir la moitié de sa fortune. Bon, c'est vrai. Arnaud, et c'est vrai que d'un coup, on se retrouve dans des chiffres et dans des échelles qui sont incroyables. Ouais. On peut donner 2 ou 3 chiffres. Bon, déjà, ils entrent effectivement dans ce club très fermé des entreprises qui valent en bourse plus de 1000 milliards de dollars. Il n'y en a pas beaucoup, c'est que des groupes tech. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a Apple, il y a Amazon, il y a Microsoft, il y a Alphabet. Voilà, et maintenant il y a Tesla. 1000 milliards, pour avoir un ordre d'idée, parce qu'on est quand même dans l'industrie automobile, c'est 100 fois Renault. Voilà. Et si vous prenez la valorisation des autres constructeurs, quand on fait un calcul rapide, c'est autant que Volkswagen, plus Daimler, plus General Motors, plus Toyota, plus Nissan, plus Renault, plus Stellantis, donc Citroën et Peugeot, et plus Tata, le grand groupe. Donc en gros que tous les autres constructeurs mondiaux. Ce qui est, c'est fou parce que c'est pas démesuré quand même, parce que quand on voit, Tesla a vendu 500 000 voitures l'année dernière, c'est pas mal, mais tous les autres en ont vendu des millions. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi il y a une telle appétence et un tel délire autour de Tesla? Il y a 3 explications. C'est que c'est vu comme une valorisation tech, pas comme une valorisation automobile. Et pourquoi c'est comme un Apple en fait. Voilà, exactement. Mais pourquoi? C'est parce qu'une fois qu'on a dit ça, pourquoi? En fait, pour 2 raisons. D'une part, parce que la croissance est extrêmement rapide. Parce que certes, ils vendent beaucoup moins d'automobiles que les autres, mais ils ont une croissance de vente, des perspectives qui sont juste monstrueuses. Alors que les autres sont dans le déclin. En déclin ou au mieux un peu légèrement en croissance. Et puis 3, les marges. Les marges de Tesla sont des marges à 2 chiffres, quand dans l'automobile, on est plutôt à 1 chiffre. Donc ils ont des marges quasiment qui s'approchent, alors pas équivalentes de Facebook, Google et compagnie, mais qui sont des marges
très inhabituelles dans le monde de l'automobile, qui ressemblent plus à des marques de luxe du type, je ne suis pas un grand spécialiste, mais du type Ferrari et compagnie, donc, ou Porsche. Donc on se retrouve sur des niveaux de marge élevés avec des volumes de vente qui sont bien plus importants que Ferrari et Porsche. Donc ça explique effectivement cette valorisation. Et puis dernier point, et ça franchement c'est vraiment un tour de force, c'est tous les autres ont du mal aujourd'hui à se fournir, notamment en puces, pour produire leur voiture, et donc sont plutôt en train de se restreindre. Donc il y a des délais d'attente assez importants aujourd'hui quand vous voulez commander une Renault ou une Peugeot. C'est pas le cas d'une Tesla. Tesla, les voitures sont là, vous pouvez les acheter, et ils livrent. Du coup, quelqu'un qui veut se tourner vers l'électrique aujourd'hui, il a le choix entre attendre 6-8 mois pour avoir une Renault, ou acheter directement chez Tesla. Donc ça bénéficie, ça profite directement à Tesla. Et puis alors, même si tu avais raison de dire qu'en termes de production par rapport à leurs concurrents, par rapport à tous les autres groupes, ils produisent beaucoup moins, c'est quand même en train de devenir, par rapport à il y a quelques années, ou même peut-être il y a quelques mois, la voiture de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que le mois dernier, la voiture la plus vendue en Europe, toute catégorie confondue, c'était la Tesla Model 3. Donc devant la Clio et devant la Dacia Sandero, donc des voitures, devant la Clio. Tu vois, c'est quand même ça, c'est-à-dire il y a encore quelques années, c'était la Tesla, c'était la voiture de technophile. Ah, je connais un gars, il a une Tesla, c'est incroyable, il m'a fait monter dedans, puis il y a un écran complètement fou. Maintenant, c'est plus ça, c'est la voiture que tu croises dans la rue en fait. Il y a beaucoup de gens qui fascinent toujours. Qui fascinent toujours. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'affect envers les Tesla, c'est-à-dire qu'il y a des clubs de Tesla, les gens sont admiratifs. Enfin, c'est un peu une rockstar, la Tesla. Alors c'est vrai que les autres constructeurs ont du mal à reproduire, à part des marques prestigieuses comme Porsche, des choses comme ça. Mais c'est différent. C'est des gens qui vont avoir sans doute beaucoup plus de moyens et qui... Parce qu'en fait, une Tesla, comme tu le disais, finalement, c'est quasi accessible à tout le monde. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des LOA qui vous permettent pour quelques centaines d'euros d'accéder en fait à une Model 3. Et c'est ça qui est intéressant. Mais il y a aussi un autre paramètre, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que finalement, est-ce que derrière l'action Tesla et derrière l'image de Tesla, il n'y a pas Elon Musk ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a l'impression aussi qu'on mise sur une personnalité hors du commun, qui est tellement visionnaire, qui imagine d'aller dans l'espace, lance des satellites pour se connecter partout. Et en fait, est-ce qu'on mise pas aussi sur Elon Musk en misant sur Tesla ? Alors oui et non, parce que les analystes financiers, quand ils achètent un titre Tesla, ils regardent les chiffres et si les chiffres sont respectés, c'est-à-dire les chiffres de vente, la marge, etc. Donc, quelle que soit la personne en face, aussi charismatique puisse-t-elle être, je pense qu'il faut quand même délivrer, comme on dit en mauvais français, donc il faut réaliser ce qu'on a promis auprès des analystes financiers. Et je pense qu'en fait, ce dont ils jouissent surtout, c'est le côté primo leader de la voiture électrique. C'est le premier pure player juste électrique aujourd'hui, historiquement, dans l'automobile, un peu comme Amazon était le premier pur e-commerçant. Donc quand à côté de ça, vous avez les Carrefour qui courent après Amazon, vous avez Renault qui court après Tesla, sauf que eux, ils doivent gérer l'historique, c'est-à-dire toute la voiture thermique qui est en train de mourir, et de basculer sur l'électrique. Donc, alors qu'ils ne savaient faire que ça au départ. Donc ils ont des chaînes de montage effectivement thermiques, et il faut les faire migrer vers l'électrique. Et tous ces anciens métiers qui vont disparaître ou qu'il faut transformer. Alors que Tesla est un pur player. Ils arrivent directement de là, ils n'ont pas à gérer ce qu'on appelle le legacy, enfin l'héritage en fait, de tous les autres constructeurs automobiles. C'est vrai, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les analystes financiers, alors ils prennent en compte effectivement si le constructeur délivre, si Elon Musk quitte l'entreprise du jour au lendemain en disant bon les gars, je prends ma retraite, je pense que le titre il va décrocher, et pas juste sur une journée quoi. Je pense que ça aura un impact très très significatif, parce qu'effectivement il incarne à tel point cette marque que ce serait très compliqué d'imaginer un avenir sans lui. J'irais même plus loin, je trouve qu'il incarne l'innovation aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Au-delà de Tesla, c'est une marque, Elon Musk. Bien sûr. Et ça, c'est fascinant. Et on parlait de l'homme le plus riche du monde, donc là, il doit être autour de 250 milliards. Et selon certaines estimations, il pourrait devenir le premier trillionnaire de l'histoire. Donc c'est 1000 milliards. Donc il vaudrait autant que Tesla aujourd'hui, finalement. Il dépasserait lui-même. Grâce, alors les analystes disent c'est pas grâce à Tesla, enfin en partie grâce à Tesla, mais ce serait notamment avec SpaceX. Pour le coup, avec les perspectives complètement folles. Bien sûr. Si effectivement il part à la conquête de Mars, etc. Mais là, ça nous amène vers des perspectives encore autres. Personnage fascinant en tout cas. Dans l'actualité aussi, il y a cette petite musique de la 6G. Anthony, tu voulais nous en parler parce que tu as un petit peu enquêté sur ce sujet, parce que on voit que les équipementiers réseau, vous savez, ceux qui fabriquent les antennes, qui nous permettent de nous connecter en 4G, en 5G sur nos téléphones, imaginent déjà le futur du réseau mobile. C'est vrai que ça peut sembler un peu aberrant ou surréaliste, parce qu'on sort à peine, surtout en France, du débat autour de la 5G, est-ce qu'il faut être pour, est-ce qu'il faut être contre. On commence à peine à appréhender les usages de la 5G.
passionnant en plus, et vital. Mais bien sûr. Est-ce qu'on pourra faire autre chose que télécharger du porno dans les ascenseurs, tout ça. Ouais. Bon, et ben forcément, les équipementiers ils réfléchissent au coup d'après, et donc ils commencent à la fois investir et aussi à évangéliser, à faire de la pédagogie autour de la 6G. Donc il y a Samsung qui a sorti un livre blanc il y a quelques mois. Là, c'est Nokia qui a sorti un long billet de blog pour expliquer un peu à quoi ça va ressembler cette norme qu'ils imaginent arriver dans nos vies d'ici 2030. Donc c'est pas si loin que ça non plus, et qui va alors avoir tout un tas, là, encore une fois, de ruptures technologiques. Alors de la vitesse, évidemment, 1000 fois plus rapide que la 5G, nous promettons. On a du mal à imaginer, des temps de latence encore plus infinitésimaux, qui serviront probablement pas. Ça va faire plaisir au métaverse de Mark Zuckerberg. Alors là, pour le métaverse, c'est génial. Il attend ça avec impatience. Ça va être formidable. Parce qu'effectivement, c'est pas sur nos smartphones que ça va faire une différence, vous imaginez bien, mais ça va être des applications qui vont être industrielles, médicales, chirurgicales, etc. Et alors, ce qu'imagine Nokia, alors ils disent en résumé, ça va être, justement, on est vraiment dans le métaverse, la fusion, la 6G va permettre la fusion du monde réel et du monde numérique. Donc c'est exactement ça, avec le développement de ce qu'on appelle des jumeaux numériques, qui est une expression qu'on entend de plus en plus, c'est-à-dire on va reproduire quasiment à l'atome près, en mode virtuel, un objet, une usine ou même un organe humain, et on va pouvoir tester toutes sortes de choses. Par exemple, sur un organe humain reproduit à l'atome près, à la molécule près, on va pouvoir tester des médicaments et voir virtuellement ce que ça donne avant de le tester sur le patient. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Il y a la puissance de calcul, il n'y a pas que le réseau. Alors, aussi. C'est ça, absolument. Il faut une puissance de calcul surtout la puissance de calcul. Mais peut-être que ça s'associera au quantique. Absolument. On peut imaginer que 2030, ça pourrait être là une vraie rupture, à la fois en termes de réseau, mais aussi de puissance de calcul avec le quantique. Exactement. Mais on a l'impression aussi que tous ces sujets nous dépassent un peu quand même, non, Emmanuel? C'est toujours un peu alors nous, on baigne dedans, donc humblement, on a peut-être un léger coup d'avance parce qu'on est très sollicité, on voit un petit peu ce qui se passe, mais finalement, on le voit aujourd'hui entre la 4G et la 5G, tout le monde s'en fout. Même les opérateurs télécoms ont du mal à expliquer les apports de la 5G, et on parle déjà de 6G. Oui, effectivement. Et puis, alors c'est toujours le petit jeu des équipementiers qui visent toujours la génération d'après. Oui, pour vendre du matériel. Eux, ils ont besoin de vendre du matériel. Et les opérateurs télécoms qui, eux, sont plutôt en train de freiner, parce qu'ils voient les dépenses que ça va engager. Donc, il y a un petit jeu comme ça entre les deux. Bon, aujourd'hui, c'est pas du tout normalisé, la 6G. Il faut que ce soit normalisé, notamment auprès du 3GPP. C'est quoi? C'est des concepts en fait aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des bases techniques? Il commence à y avoir des bases techniques. Il y a des bases techniques, si. Alors, donc c'est pas que du délire marketing. Non. Déjà, ça va reprendre certaines spécificités de la 5G. Et notamment de la prochaine génération de 5G qui s'appelle la 5G Advanced, qui est en fait entre la 5 et la 6G. On l'a déjà vécu, je crois, c'était entre la 3 et la 4G. On avait le LTE, la 3G LTE, je ne sais pas si vous vous souvenez. Les opérateurs télécoms disaient long term evolution parce qu'ils ne voulaient surtout pas aller vers la 4G parce qu'ils disaient qu'il va falloir faire des chèques. Donc on va dire on va faire long term evolution de la 3G, on va la pousser. Oui, c'est le H+, enfin tous ces HSDPA, tous ces trucs-là. Donc il y a le même système sur la 5G, de faire une évolution de la 5G. Et puis il faut savoir quand même que la 5G, il y a le non-standalone, le NSA. Donc aujourd'hui, on est juste sur de la 5G NSA. C'est-à-dire on a modifié les antennes, mais derrière, il faut modifier tout le cœur de réseau. Le cœur de réseau. Et une fois que c'est fait, là, pour le coup, ce sera la 5G standalone et on pourra faire des applications industrielles. Et même ça, on n'y est pas encore. Donc on commence à nous parler de 6G. On ne sait pas encore quelles seront trop les applications industrielles de la 5G une fois qu'on sera passé au standalone. Et puis, dernier point sur lequel reposera, de ce que j'ai compris, en tout cas la 6G en partie, c'est les ondes millimétriques. Mais ça, pareil, la 5G aussi doit pouvoir le faire. On ne l'a même pas encore commencé. Les fréquences qui doivent être libérées pour les ondes millimétriques, on n'y est pas encore. Donc franchement, c'est au mieux 2030, probablement 2032, 2033. La Corée du Sud pousse un max, parce que derrière il y a Samsung, donc je pense qu'on verra assez vite en Corée du Sud. Oui, des labos, des expérimentations, Samsung des choses comme ça. 2028, c'est la date qu'ils ont donnée. Exactement. Pour les premières expérimentations? Pour la commercialisation. La commercialisation, donc les expérimentations, ça va être 2025. On va commencer à recevoir des communiqués de presse avec des essais dans quelques mois. Sachant que eux, forcément, la couverture, elle est 95% déjà en 5G là-bas, puisque en fait, c'est des grandes villes, donc il suffit de couvrir les grandes villes. C'est un pays vitrine en quelque sorte. Exactement, c'est un pays vitrine pour Samsung, et puis un peu moins pour LG, mais en tout cas pour Samsung, c'est certain. Et nous, aujourd'hui, alors Ericsson dit qu'en taux de couverture, on est à autour de 10% de la population dans les bandes de fréquences qui étaient allouées à la 5G. Parce que si on regarde les autres bandes de fréquences utilisées par Free,
Free considère qu'ils couvrent déjà, je crois, 70% de la. Oui, parce de la que en fait, population. ils transforment en fait leurs émetteurs 4G pour schématiser en émetteurs 5G sur les bandes de fréquence de la 4G. Exactement. Donc, voilà. Donc on est quand même loin du compte, nous. Si on est autour de 10% de couverture, on a encore du chemin. Ouais, et sur les normes et le fait que ce soit pas un grand délire, mais une réalité technologique, là, on est en train de prendre du retard. C'est-à-dire que la Chine a déjà déposé plus de 20 000 brevets liés à la technologie 6G aujourd'hui. Ils ont 40% à peu près du total des brevets autour de la 6G. L'Europe a autour de 10%. Donc là, mais je pense que les États-Unis vont pas laisser faire. Là. Non, c'est clair. Il y a un consortium qui a été lancé avec notamment Apple, Google et Microsoft, si je dis pas de bêtises. Le Next G Alliance, je sais pas quoi, avec des opérateurs aussi. Donc clairement, ils travaillent justement sur le futur des réseaux. Ouais. Et oui, parce que c'est leur sang. Il faut absolument que tout passe le plus rapidement possible. Et quand on voit la progression exponentielle des usages, il est tout à fait logique d'imaginer une 6G parce qu'au bout d'un moment, la 5G sera saturée forcément parce qu'on sera de plus en plus nombreux. Oui. Alors, pour moi, le vrai sujet avant, ça va être l'extinction de la 2G ou de la 3G. Très probablement de la 3G. Oui, c'est clair. Parce que ça, elle commence en Allemagne, il commence un peu aux États-Unis. Il va falloir, à un moment donné, on peut pas continuer à empiler les générations. Voilà, et puis il y a les fréquences. Elles sont pas illimitées, donc il va falloir libérer des fréquences. La 2G, c'est compliqué parce que c'est là où passe la voix. Donc pour les et puis c'est un peu le truc de secours en quelque sorte. Exactement. Quand on n'a plus rien, il reste généralement un peu de 2G. Ouais. Mais la 3G, il est fort probable qu'elle s'éteigne. Donc il y aura ce qu'on appelle un refarming des fréquences. On va y arriver assez vite, très probablement. On parle de jeux vidéo, tiens, avec l'angle que tu nous as choisi, Anthony. C'est le jeu vidéo qui permet en fait à des recruteurs de trouver des profils qu'ils ne trouveraient pas par ailleurs, d'une autre manière. De plus en plus, le jeu vidéo fait partie maintenant de l'arsenal des ressources humaines. Et là, il y a un exemple qui est assez parlant, je dois dire, c'est le ministère de l'Agriculture là, qui va lancer un grand concours. C'est qu'il y a une grosse pénurie d'agriculteurs en ce moment. Il y a des dizaines de milliers de postes à pourvoir, personne n'en veut. Et donc, pour susciter des vocations, ils misent sur Farming Simulator, que vous connaissez sûrement, un jeu qui connaît un succès, qui a une grosse communauté, ils en vendent des millions chaque année. Je ne vous dis pas que c'est FIFA, mais enfin quand même, et qui propose de vivre la vie simulée d'un exploitant agricole, mais avec un niveau de détail extrêmement poussé. Bon, si ce n'est qu'on n'a pas les mains dans la terre quand même. C'est un peu comme Flight Simulator, quoi. C'est le Flight Simulator de l'agriculteur. On peut jouer à plusieurs niveaux, on peut s'amuser en arcade, mais on peut après être quasi au niveau d'un pilote d'A320. Tu as des moissonneuses batteuses, c'est les vraies marques, les vrais modèles qui sont reproduites au boulon près. Enfin, pour les passionnés, il y a même je connais des agriculteurs qui adorent ce jeu. Ils font leur vie et puis ils bossent la journée, puis ils moissonnent virtuellement le soir. Bon, pourquoi pas. Et donc l'idée du ministère de l'Agriculture, c'est de dire, grâce à ce jeu, on va faire en sorte que les fans qui moissonnent virtuellement 4-5 heures par jour, peut-être à un moment, ils décliquent et veuillent devenir réellement agriculteurs. Ce qui me semble un brin optimiste quand même, pour être tout à fait honnête. C'est quand même pas la même chose, il faut être honnête, mais je trouvais ça intéressant parce que effectivement, de plus en plus, il y a ce lien entre recrutement en entreprise et jeux vidéo. Il y a de plus en plus de grandes entreprises, par exemple, qui organisent des compétitions d'e-sport maintenant, parce que on va pouvoir détecter un certain nombre de qualités sur la coordination. Tu joues à League of Legends en équipe, tu vois tout de suite qui prend le lead sur l'équipe, qui va être capable de répondre très rapidement aux menaces de l'adversaire, etc. Et ça, convivialité, l'aspect leader aussi, parce que forcément... Exactement. Et tout ça, en fait, c'est valorisable, on va dire, dans un cadre professionnel. Alors, pas n'importe comment, mais à tel point d'ailleurs que certains experts en ressources humaines, maintenant, conseillent de mettre sur son CV si on joue aux jeux vidéo à un certain niveau. Alors, il ne faut pas le faire, encore une fois, n'importe comment. Il faut dire, en gros, faire ce parallèle entre ta capacité, ton expertise dans tel jeu et ce que ça pourrait potentiellement apporter en entreprise. Et c'est pas. Alors je l'ai fait moi. Il y a un outil. Vous pouvez le tester, qui a été mis en ligne par Manpower. Vous connaissez le géant de l'intérim. Qui s'appelle, vous pouvez taper le Gaming Skills Translator. Et en gros, c'est un petit questionnaire. On te demande à quel jeu tu joues, à quelle fréquence, ton niveau d'expertise. Et en fonction de ça, on va te conseiller des métiers. On va te dire ce que tu peux mettre sur ton CV. Donc moi, j'ai testé en jouant à Hearthstone et à League of Legends. Et on me dit que j'ai capacité à analyser la réaction des autres, capacité à donner la priorité à la qualité de service. Je ne sais pas trop pourquoi on me dit ça. Et on me propose de travailler dans l'hôtellerie-restauration. Donc voilà, j'ai peut-être un plan de reconversion. C'est plutôt bien vu. C'est pas mal. C'est plutôt... les algorithmes ont bien travaillé. C'est vraiment ciblé, mais alors, au pixel près. Je pense qu'ils viennent de chez Facebook, ces algos. Emmanuel. C'est pas vraiment nouveau. Je suis désolé, à chaque fois j'ai l'impression d'être le petit vieux autour de la table. Mais pas du tout. Dis pas ça. Attends. Mais vous vous souvenez en 2002, donc c'était il y a 20 ans.
America's Army, vous vous souvenez de ce jeu, non, développé par l'armée américaine. Oui, pour inciter les jeunes à rentrer dans l'armée. Après, le jeu est arrivé sur console, développé grâce à Ubisoft, notamment. Donc, c'était le français qui avait participé à ça. Et là, récemment, on voit encore les armées qui sont en train de monter, comme tu le disais, des groupes de e-sport pour aller démarcher sur Twitch, notamment des jeunes. Alors, des fois aussi, ça crée un peu des frictions, parce que là, c'est quand même pas pour aller travailler dans l'agriculture. Non, c'est des sujets plus sensibles. C'est des sujets plus sensibles. Par exemple, l'armée allemande, sur le Gamescom en Allemagne en 2019, avait un stand pour essayer de recruter des jeunes. Donc, on voit qu'ils vont chercher les joueurs au plus près. Donc, soit sur Call of Duty. C'est ça. Vous aimez bien Call of Duty ? Venez nous voir. Exactement. C'est la même chose en vrai. Ouais, vous allez voir. C'est cool. Donc, effectivement, l'armée a commencé très tôt. Parce que forcément les shoot 'em up ont commencé aussi très tôt dans les jeux vidéo, mais on voit que c'est un peu un mouvement naturel. Et bon, après on peut le regretter pour ça. C'est comme toujours, les applications technologiques, c'est dans le militaire d'abord, et après, ça se développe dans le reste du public. Comme le GPS. Voilà, pareil. Emmanuel, pour terminer, cette petite news qui va peut-être un petit peu rendre triste les fans de FIFA. Ouais. Electronic Arts pourrait perdre la licence FIFA. Ça serait quand même un sacré séisme dans le monde du jeu vidéo. Exactement, parce que généralement, tu sais, quand il y a des contrats comme ça, on n'en parle pas. Et là, publiquement, Electronic Arts a mis un communiqué de presse début octobre en disant qu'ils étaient prêts à abandonner la licence FIFA. Alors derrière, c'est toujours des histoires de gros sous. Il faut savoir que Electronic Arts doit payer autour de 150 millions d'euros chaque année pour avoir le droit d'utiliser le terme FIFA. Et là, le contrat se termine juste après la Coupe du Monde du Qatar, donc l'année prochaine, en 2022. Et donc, il est possible que FIFA et que Electronic Arts n'ait plus cette marque. Parce que la FIFA, on imagine, fait monter les enchères. Exactement. Et voilà. Exactement. Donc et puis, pour mettre un coup de pression, la FIFA a déposé un nouveau nom. Et ça s'appelle eSports FC. Donc c'est ça, voilà le prochain nom éventuel des jeux de foot. Alors c'est pas la FIFA, c'est Electronic Arts. Electronic Arts, pardon. Voilà, oui, eSports FC, pardon. Voilà, c'est-à-dire que le prochain FIFA pourrait s'appeler eSports FC. C'est ça, exactement. Ouais. Ça vous fait rêver ? Non, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir. Ça fait penser un peu à PES, tu sais. Le truc. Il y aura peut-être des faux noms, tu sais. Tu auras un Mbappé et un Neymar. Oui, c'est ça. Ou alors ils devraient appeler ça Fifou. Ça serait sympa, non ? Un truc un peu rigolo, genre voilà, tiens, on va jouer à ça. Mais cela dit, le rapport de force leur est favorable, puisque c'est le dernier jeu de foot aujourd'hui qui draine millions de joueurs, puisque PES de Konami, dont tu parlais précédemment, ils ont abandonné le côté console pour se concentrer plutôt sur des jeux en ligne. Le problème des licences, on le voit avec la Ligue 1, la catastrophe que ça a posé, et puis voilà. Et puis là maintenant, donc dans le jeu vidéo. Écoutez, je crois que c'est la fin de quoi je me mêle, parce que là on m'a éteint les écrans. Si vous êtes avec nous, je sais pas ce qui se passe là. On est passé en mode métaverse. Donc c'est fait exprès. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous les deux. Merci Anthony. Merci François. Anthony Morel qu'on retrouve sur BFM Business, chez Estelle sur RMC tous les jours. Ouais. Et puis bien sûr Emmanuel Paquette qu'on peut lire sur l'Express. Merci à tous les deux. Merci François. On va redémarrer le studio et on se retrouve dans un instant les amis avec Nicolas Lelouch pour vous aider à choisir vos smartphones pour cette fin d'année. C'est joli le noir derrière, c'est cool. C'est en tout cas, si vous êtes avec nous en vidéo, c'est très, très intime, c'est très cool. Allez, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.